Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au site rep numéro 83, nous sommes le 24 mars 2018 et bien que la situation sur le front soit quand même sensiblement plus calme que ne l'était il y a quelques mois, bon, il y a toujours cette épée de Damoclès, de l'offensive finale, et puis il y a surtout des règlements de compte à Kiev, au Quai Coral. Ouais, là, c'est Kiev, ça devient règlement de compte à Hockey Coral. Bon, il y a aussi le temps, je pense, qui joue, puisqu'on est actuellement en alterne des phases où ça fond et puis ça regèle. Il y a de nouveau un peu de neige, puis ça refond, puis ça regèle. Enfin, donc ça donne des espèces de marécages qui se transforment en patinoire. Je pense que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'armée ukrainienne. En tout cas, durant la semaine écoulée, donc les soldats ukrainiens ont violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 12 reprises. Donc on est à peu près au même niveau que la semaine dernière. On a connu plusieurs jours sans violation du cessez-le-feu. On montrera un petit graphique. Ils ont tiré 76 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc 13 de plus que la semaine passée. Ces tirs ont touché 7 localités de la République, mais en fait ils sont surtout focalisés sur quelques localités, dont Sakhanka, où on avait été la semaine passée. Donc comme la semaine dernière, on a des espèces de flambées de violence qui alternent avec des respects complets du cessez-le-feu. Comme lors des dernières 24 heures, on n'a eu aucune violation du cessez-le-feu, alors qu'on en a eu 4 la veille, quoi. Donc c'est un peu, on sait pas trop à quelle sauce on va se faire manger à chaque fois, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas eu de victimes cette semaine, mais suite à ces bombardements, 8 maisons ont été endommagées ou détruites dans le village de Sakhanka, donc dans le sud de la République populaire de Donetsk, où nous nous trouvions la semaine passée. Donc comme la semaine dernière, l'armée ukrainienne s'est acharnée sur ce village à coups de mortier de 120 mm. Pendant 2 jours, ils ont tiré sur la localité, donc c'était week-end dernier, donc de samedi à dimanche à lundi. Ils ont tiré comme ça assez intensivement sur le village de Sakhanka. Jusqu'à ce qu'en fait les soldats de la RPD abattent le drone en fait qui permettait aux artilleurs ukrainiens de corriger leurs tirs. Donc on montrera des jolies petites photos du drone. Qui a été montré par Edouard Bassourine lors de son briefing d'hier. Il faut noter que c'est une fabrication allemande, apparemment. Ouais. C'est marqué sur le comment ça s'appelle, l'hélice. Ouais, sur l'hélice. Donc une fois le drone abattu, les tirs ont cessé. Donc on va montrer quelques jolies photos de ce drone qui a été abattu par les soldats de la RPD. Je rappelle qu'en vertu des accords de Minsk, aucun drone autre que ceux de l'OSCE n'a le droit de voler sur la ligne de front. Donc c'est encore une violation des accords de Minsk pour pas changer. Autre violation importante qui contraste avec le calme relatif en termes de bombardement, c'est l'accumulation des pièces d'armement lourds près de la ligne de front qui se poursuit. Les services de renseignement de la RPD ont ainsi détecté cette semaine 91 pièces d'armement près de la ligne de front côté ukrainien. Donc c'est moins que la semaine dernière, mais ça reste beaucoup trop. Et surtout, on observe beaucoup de nouvelles pièces qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc on voit qu'il y a un redéploiement, il y a une rotation des pièces d'armement. Oui, puis de l'artillerie, de l'artillerie très lourde. Là, la 152 mm et la 122 mm sont très représentées, puisque les services de renseignement ont détecté 6 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 3 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 7 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 10 lance-roquettes le grade de 122 mm, 19 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm, 1 mortier Sani de 120 mm, 6 canons anti-char Rapira de 100 mm, 4 systèmes de missiles antiaériens Strela 10, 2 systèmes de missiles de défense antiaérien OSA et 25 véhicules de combat d'infanterie, de transport de troupes blindées et d'auto-mitrailleuses. Donc ça reste quand même beaucoup. D'autres armes sont installées plus en arrière du front, dans des quartiers résidentiels, là aussi en violation totale des accords de Minsk, je le rappelle. C'est même pire que ça, C'est même pire que ça, c'est une violation caractérisée. C'est même la Convention de Genève. Voilà, c'est comme les chars d'assaut ukrainiens qui étaient au pied des immeubles d'Avdiivka. Donc là, ça a été enregistré par l'OSCE. Donc
ça va être difficile de dire que c'est de la propagande pro-russe. Ça a été enregistré le 16 mars 2018 par l'OSCE dans la zone contrôlée par Kiev. Ils ont découvert 2 obusiers automoteurs AK-47 152 mm installés dans le jardin de 2 maisons de la ville de Vidrogenia et un système de défense anti-aérien OSA de 210 mm installé dans une rue proche des habitations dans le village de Klinovko. Les 2 localités sont situées près de l'arc de Svitlodarsk, donc en face de Debaltsevo. Hein. Ah oui. Donc voilà, ça donne un petit peu une petite idée. C'est entre Donetsk et Lugansk, approximativement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est au nord de Donetsk. Donc vous imaginez que si jamais l'armée ukrainienne tire avec ses engins sur les RPD et que les soldats des RPD répondaient, je laisse imaginer le carnage. Ils le font exprès, de toute façon. Oui, bien sûr qu'ils le font exprès. C'est ce qui s'appelle utiliser les civils comme boucliers humains. C'est ce que font les terroristes en Syrie, je le rappelle. Exactement. C'est les mêmes patrons, même méthode, comme je dis toujours. Absolument. Pendant ce temps-là, le moral des troupes ukrainiennes ne s'améliore pas, comme le montrent les chiffres des suicides, avec 6 cas enregistrés rien que depuis le début du mois de mars. 6 cas en 23 jours, quoi. Donc c'est tous les 4 jours. Il y en a un qui se suicide tous les 4 jours, quoi. 2 par semaine. 2 cas ont été enregistrés dans la 54e brigade mécanisée, 2 dans la 25e brigade aéroportée, 1 dans la 30e brigade mécanisée et 1 dans la 36e brigade de marine. Officiellement, un seul suicide a eu lieu dans la 54e brigade. Oui, ce qui peut vouloir dire que même les chiffres que tu as donnés juste avant pourraient être sous-estimés. À minima, voilà, pour être à minima, voilà. Donc comme on le voit, le commandement ukrainien continue de dissimuler au maximum ce qui se passe dans les rangs de son armée. D'ailleurs, le nouveau commandant en chef, Sergueï Naïev, dont on avait parlé la semaine dernière, a ordonné de virer sans pitié les commandants qui échouent à empêcher leurs subordonnés de déserter ou de se suicider. Oula, il a du boulot. Il n'a pas fini de virer du monde, ou alors il y a un paquet de désertions ou de suicides qui vont être on va passer sous silence. Comme étant autre chose, parce que je vois pas comment ils vont faire. Ouais. Pour parler d'une des brigades les plus emblématiques de ce problème, c'est la 54e brigade, qui est à peine à 55% de taux de remplissage de l'unité, et de plus en plus de soldats sous contrat qui se sauvent, qui désertent sans attendre la réponse de leur rapport de démission. Je pense que le commandant de la brigade, Maestrenko, est en assez mauvaise posture. Voilà. Bah oui, quand même, il y a quand même des gens qui refusent de servir de chair à canon. Il y a des Ukrainiens qui ont oublié d'oublier leurs neurones au vestiaire. Ouais. Si on regarde la situation économique, l'Ukraine continue de se saborder, puisque le gouvernement ukrainien a mis fin cette semaine au programme de coopération économique avec la Russie, une décision qui a été prise mercredi lors d'une réunion du cabinet des ministres. Cette décision a été adoptée sans débat. C'est le Premier ministre Vladimir Groysman qui a informé le public de l'adoption de cette décision. Donc je rappelle que ce programme de coopération économique avait été approuvé par les 2 parties en 2011 et devait normalement courir jusqu'en 2020. Il prévoyait la coopération des 2 pays dans divers domaines comme le commerce, les transports, les centres de villégiature et de loisirs, mais aussi les domaines social, humanitaires, transfrontaliers et autres. Donc pour expliquer la nécessité de mettre fin à ce programme, Groysman a déclaré qu'il s'agissait de réorienter l'économie ukrainienne et d'accroître les exportations vers l'Union européenne et d'autres pays du monde. Sauf qu'avant de se fermer des débouchés d'un côté, il faut être sûr de les avoir de l'autre. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Voilà. Alors, sachant que là, les États-Unis viennent de voter, sont en train de voter donc une taxe sur l'acier pour essayer de redévelopper l'industrie interne en empêchant le dumping, on va dire, venant d'autres pays, entre autres la Chine. Donc ils veulent mettre des taxes sur l'acier qui est importé aux États-Unis. Or, l'Ukraine fournit de l'acier aux États-Unis. Donc là, ils sont en train de chouiner auprès de Washington pour dire oui, mais il faudrait nous exclure la liste des pays que vous taxez parce que là, vous allez nous torpiller. Ouais, je veux dire, voilà le genre de conneries, tu vois, qui va pas vraiment améliorer la situation. C'est une bande de neuneux, c'est clair. C'est une bande de neuneux, et juste avant le site web, là, j'ai vu tomber une info où Poroshenko admet
que du fait de la sécession. Bon, il dit de la guerre dans le Donbass, mais c'est en fait de la sécession de la RPD et de la RPL. L'Ukraine a perdu 15% de son PIB et 25% de son industrie. Et ils veulent continuer dans cette direction-là en plus. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Hein, donc si on regarde justement l'évolution générale de la situation en Ukraine, alors que comme on peut le voir, la situation économique du pays c'est de pire en pire, 4 ans après le Maïdan. C'est le Titanic au ralenti, hein. Ah, c'est le Titanic au ralenti. Bon, les Ukrainiens, certains en tout cas, et certains mêmes activistes du Maïdan semblent prendre conscience que ça n'a pas été pour un mieux. Donc là, il y a eu une nouvelle étude du groupe Rating en Ukraine. On avait déjà cité celle de l'année précédente, qui était assez intéressante. C'est un assez bon institut de sondage en Ukraine. Et c'est une étude qui est assez révélatrice, à la fois d'une prise de conscience de certains problèmes, mais pas de leur cause profonde. Et on voit par contre une radicalisation croissante de la population ukrainienne. Alors là, pour moi, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a quand même énormément de risques de dérapage, entre autres politiques. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc déjà l'année dernière, il y avait déjà eu une étude où ils posaient plus ou moins les mêmes questions, qui étaient déjà pas très très réjouissantes en termes d'état du pays. Je crois qu'on avait à peu près les 3/4 des gens qui disaient que le pays était en état de chaos déjà. Alors les résultats de cette année, c'est que 92% donc des personnes qui ont répondu considèrent que la situation politique en Ukraine est tendue ou critique. 92%, ça s'appelle une quasi-unanimité quand même. Oui, c'est même pas discutable là, de ce point de vue. Voilà. Bon, ça explique pourquoi Poroshenko là est en train de faire une petite opération jeu des trônes, Game of Thrones là à Kiev. Il est en train d'essayer d'éliminer ses adversaires politiques. Au Karcher. Bon, ça se comprend, au Karcher, voilà. Bon, ça se comprend quand tu vois que la quasi-unanimité du pays te dit que là, c'est vraiment le gros bordel, politiquement parlant. Tu comprends bien que Poroshenko, il est assis quand même sur des sables mouvants. L'appauvrissement massif de la population se reflète dans les préoccupations individuelles des Ukrainiens. Donc, on leur demandait ce qui, pour eux, était le plus important pour eux-mêmes et puis pour le pays. Donc, pour eux-mêmes, ils pensent que 52%, donc la moitié, pensent que le problème le plus important, c'est le faible niveau des salaires et des retraites. Oui, ça va être le niveau qu'ils ont actuellement. Entre eux et la Somalie, il n'y a pas beaucoup de différence. 51% pensent que c'est l'inflation et l'augmentation des prix des biens de première nécessité, qui grèvent aussi énormément les budgets ukrainiens. Et 50% pensent que c'est l'augmentation des tarifs des charges, donc je rappelle électricité, gaz, eau, chauffage, etc., qui aussi ont connu une inflation galopante ces dernières années. Alors si on leur demande, donc il leur a été demandé comment ils voyaient l'avenir. Alors seuls 25% pensent que leur situation va s'améliorer dans les 5 ans à venir. Là, ceux-là par contre ils se bercent d'illusions, c'est clair. Il y a quand même un quart qui vivent toujours sur un doux nuage quand même. C'est clair. 37% pensent qu'elle ne va pas changer, 18% pensent qu'elle va s'aggraver, et 21% n'arrivent même pas à évaluer les perspectives de leur foyer dans le futur. Donc il y en a 21%, ils ne savent même plus te dire quoi. Parce que c'est tellement le bordel qu'ils sont incapables de te dire dans quelle direction ça va aller, quoi. Résultat, ce qu'il faut quand même appeler être un désastre. 59% des personnes ont répondu que le pays avait besoin de changements radicaux. 59%, quand même, qui te disent que là, la marmite, ça commence à trop bouillir là. La cocotte minute, elle commence à siffler là. Ça ressemble rudement à, je dirais, la perception des Allemands avant 1933, juste avant. Ouais. 15% sont pour revenir à la situation antérieure au Maïdan. Et 15% sont pour qu'on ne touche à rien pour éviter d'aggraver encore plus la situation. Enfin, toucher à rien, c'est laisser les choses s'aggraver, puisque ça ne va pas s'arranger tout seul comme ça. Voilà, mais en fait, ça veut dire qu'il y a quand même 15% qui ont peur que s'il y a un nouveau Maïdan, que ça devienne encore pire. Tu vois, je crois qu'il y en a quand même 15% qui ont compris qu'à chaque Maïdan, c'est encore plus merdique. Donc, il y a quand même 15% de lucides qui en fait ont tellement peur que ça soit encore pire que... parce qu'ils ont compris que de toute façon... les choses avaient entre guillemets changé, même si c'était en pire, parce que les seuls à être motivés pour faire un changement et à avoir les moyens de ce changement, c'est tous les radicaux, etc. Oui, enfin là, on a quand même 59%.
Donc, tu as quand même quasiment 60% de la population qui est pour des changements radicaux. Ouais. Autant dire que ça, c'est assez inquiétant et je vais expliquer pourquoi après. À l'échelle du pays, pour 75% des répondants, c'est la guerre dans le Donbass qui est le problème principal. Et la majorité sont pour une résolution pacifique du problème. On en a 32% qui sont pour la fin des hostilités et la reconnaissance de la RPD et de l'RPL comme des territoires temporairement occupés. 21% sont pour leur accorder un statut fédéral au sein de l'Ukraine, c'est-à-dire en fait appliquer réellement les accords de Minsk. Et 8% sont carrément pour soutenir le fait que ces territoires devraient se séparer de l'Ukraine. Il n'y en a que 21% qui sont pour la poursuite des opérations militaires et la reprise de ces territoires par la force, et 18% ne savent pas quoi faire pour régler ce problème. Voilà. Bon, bien entendu, sans surprise, hein, le plus fort pourcentage de gens voulant reprendre le Donbass par la force, ça se trouve là où sont originaires les mecs avec des petits problèmes de crampes au bras droit. Ah oui. C'est-à-dire l'ouest et le centre de l'Ukraine. Oui, les néo-nazis, quoi. Concernant la situation donc assez déplorable du pays, seuls 49% des répondants considèrent que la corruption et les pots de vin sont le problème principal du pays. Alors je rappelle que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du continent, ce qui montre bien que les Ukrainiens se rendent pas bien compte quand même du danger que ça représente pour leur pays. Ouais. Je veux dire, vous arrangerez rien tant que vous n'aurez pas résolu ça, hein, quand même. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Et pire, s'ils comprennent que les autorités donc post-Maïdan sont incompétentes, ils n'ont toujours pas compris les causes profondes donc, de la situation actuelle, comme le montre l'augmentation du sentiment pro-Union européenne et pro-OTAN dans le pays, alors que c'est justement le fait de se rapprocher de l'UE et de l'OTAN qui est en train de plonger l'Ukraine dans le merdier dans lequel elle se trouve actuellement. Les Ukrainiens continuent malgré tout de croire qu'intégrer l'UE et l'OTAN améliorerait leur situation, alors que c'est justement l'iceberg sur lequel leur pays s'est fracassé. Mais c'est pas grave. Il y en a d'ailleurs un quart, 25%, qui pensent que partir vivre en Europe leur assurera un meilleur avenir. Ah oui. C'est le même quart qui pensait que les choses allaient s'améliorer, non Je pense que ça doit être eux. Je pense que ça doit être les mêmes. Je pense qu'ils sont déjà en train de se projeter. Allez regarder les témoignages de vos petits collègues qui sont en train de récurer les chiottes en Pologne. Oui. Voilà. Non, je dis ça, je dis rien, mais sincèrement. Allez regarder les témoignages de vos petits camarades qui sont déjà en Europe. Ils sont traités comme des esclaves, ils le disent eux-mêmes. C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Donc c'est là qu'on voit d'ailleurs que la propagande pro-UE, elle marche quand même en Ukraine, ainsi que la propagande russophobe, tout comme leur petit projet d'éradication de la langue russe, puisqu'on voit une augmentation du nombre de personnes qui sont pour que l'ukrainien soit la seule langue d'État en Ukraine. Ils étaient que 47% en 2014, ils sont maintenant 61%. Et cette radicalisation se reflète aussi dans les 28% d'Ukrainiens qui pensent qu'aujourd'hui l'Ukraine a besoin d'une dictature avec un chef fort à la tête du pays. Ouais, un Adolphe, quoi. Un Adolphe. Donc je pense que là, c'est quand même très mal parti. Donc si tu mets les 59% qui sont pour des changements radicaux et puis les 28% qui sont pour le dictateur, des gens comme Bilitsky, ils ont leur chance, hein. Mais en tout cas, Hitler est passé avec à peine ça, hein. Je le rappelle quand même au départ. Hein. Mais même Hitler n'a pas été, nommé chancelier avec une majorité claire. Ah non, du tout. Hein. Donc c'est pour ça que je dis 28% déjà qui te disent que l'Ukraine aurait besoin d'une dictature. C'est flippant quand même. Hein. Oui. Là, tu te dis, effectivement, on est sur la bonne voie pour un Hitler bis. Hein, voilà. Ouais. Donc t'as presque un tiers de la population quand même. Hein. Sauf que donc là, quand je parle du risque que l'Ukraine se transforme en dictature néo-nazie, c'est pas moi qui me fais des mauvais fantasmes. Hein. Il y a bien quand même une base croissante dans la population ukrainienne pour que ce genre de projet politique puisse aboutir. Hein, voilà. Ouais. Mais sauf que, si tu me permets, je pense pas que comme déjà l'Union soviétique à son époque avait pas laissé les nazis, les originels je veux dire, envahir l'Union soviétique et continuer d'assassiner les Slaves. Déjà, il les avait pas laissés faire à l'époque. Il faut pas qu'ils s'illusionnent en pensant que les Russes d'aujourd'hui vont rester les bras croisés. Hein. Non, ça c'est clair. Face à ce désastre, donc certains de ceux qui avaient participé au Maïdan ou à l'opération soi-disant antiterroriste se réveillent pour certains avec la gueule de bois et ont tenu à le faire savoir à leurs compatriotes. Donc on mettra le lien vers la vidéo de cet ancien activiste du Maïdan et ancien participant de l'opération armée de Kiev contre le Donbass
qui lors du dimanche du pardon, donc avant le carême, a tenu à exprimer ses regrets, donc en vidéo où il demandait pardon au Donbass, à Odessa, à la Crimée pour ce qui s'est passé, en disant que en toute bonne foi ils avaient soutenu tout ça et que en fait ils s'étaient rendu compte que c'était une monstruosité. Il a été d'ailleurs rejoint par une poétesse qui était aussi activiste du Maïdan, Evgenia Bilchenko. Elle fut même membre de Secteur Droit, hein. Je rappelle qu'il y a quand même un truc, une organisation néo-nazie quand même. Ouais. Elle aussi a demandé pardon à Odessa et au Donbass pour ce qu'elle a soutenu. Elle se considère comme étant à blâmer pour le fait que l'Occident a utilisé l'impulsion sincère du peuple ukrainien au début du Maïdan pour atteindre ses propres buts, amenant la guerre civile, la dévastation et le néonazisme dans le pays. Pour elle, l'Occident a pris le pouvoir en Ukraine avec l'aide des nationalistes et a amené le pays vers un cercle vicieux situé entre le fascisme et le libéralisme, le tout teinté de russophobie. Pour elle, ses compatriotes manifestaient en 2014 pour la liberté et la protection des droits de l'homme. Le résultat fut tout le contraire, puisque l'Ukraine est devenue l'un des pays les moins libres du monde. Elle a même été dans l'est de l'Ukraine, hein, donc elle a été dans le Donbass en tant que volontaire, et elle en est revenue convaincue que l'Ukraine mène une guerre civile contre sa propre population. Donc j'espère que les Ukrainiens vont entendre quand même ce que ces gens-là ont à leur dire, parce que c'est quand même des gens qui ont activement soutenu le Maïdan et même l'opération antiterroriste, qui y ont participé, soit en tant que volontaires pour aider les soldats comme cet Evgenia, ou comme soldats comme cet autre participant. Les deux te disent mais c'est une énorme mascarade, il n'y a pas d'invasion russe, on est en train de combattre nos propres gens, c'est ce que dit d'ailleurs ce vétéran de l'opération antiterroriste, hein, entre guillemets, où il te dit c'est les nôtres, hein, de l'autre côté, c'est pas des envahisseurs, hein, ils sont chez eux, et donc j'aimerais quand même qu'il y en ait un peu plus qui se réveillent en Ukraine, parce que là il faut qu'ils se réveillent rapidement quand même. On peut espérer que si ces deux personnes-là dont les illusions se sont fracassées sur le récif de la réalité, le reste de la population ukrainienne pourrait bien, dans une situation économique encore pire que celle qui existe aujourd'hui. S'ils arrivent à se faire entendre, parce que le problème c'est que t'as de moins en moins de place pour les voix dissonantes en Ukraine, comme on le voit avec ce qui se passe à Kiev, hein. Donc nos auditeurs se souviendront qu'il y a quelques mois en arrière, j'avais écrit que plus ça allait, plus la politique ukrainienne ressemblait de plus en plus à un mauvais remake de Game of Thrones. Ça se confirme, hein. Puisqu'après l'élimination de Saakashvili, se posait donc la question de celles et ceux qui l'ont soutenu, hein, lors de ses appels à destituer Poroshenko. À peine un mois après l'expulsion de l'ex-président géorgien, donc on a eu cette histoire avec Vladimir Rouban, dont on a parlé la semaine dernière, qui avait été arrêté donc avec ce camion soi-disant rempli d'armes destiné à mener des attentats à Kiev. On avait parlé la semaine dernière du fait qu'assez vite, le nom de Nadia Savchenko avait été mentionné. Hein, d'abord convoqué au SBU pour répondre à des questions sur ce dossier. En fait, Nadia Savchenko a été publiquement assez vite carrément accusée, par le procureur général ukrainien, donc Yuri Lutsenko, et par Anton Gerashchenko. Donc Anton Gerashchenko, qui est un député de la Rada, qui, je rappelle, est le gros soutien du site Miro Dvorets, hein, pour que les gens se replace bien le bonhomme. Donc ces deux loustiques, la Lutsenko et Gerashchenko, ont accusé publiquement Savchenko d'être la complice de Rouban, puis d'avoir elle-même planifié des attentats contre la Rada afin d'organiser un coup d'État. Pour essayer de crédibiliser ces accusations qui sentent quand même le faux monté de toutes pièces à 20 km, le procureur général ukrainien s'est même lancé dans une description détaillée des prétendus plans de Savchenko. C'est d'un pathétique. Je vais vous lire textuellement ce qu'il a balancé, d'accord ? Je n'en modifie pas un mot. Franchement, si vous pissez pas de rire dessus au beau milieu, vous avez un très bon self-control. Il a dit, je cite, « Les enquêteurs ont la preuve irréfutable. » Ah bah oui. Que Nadia Savchenko a personnellement planifié, recruté et ordonné l'organisation d'une attaque terroriste dans cette salle, donc il parle de la Rada, en détruisant les loges gouvernementales et officielles avec des grenades de combat, en abattant le dôme de la Verkhovna Rada avec des mortiers et en tuant les survivants à l'aide de fusils d'assaut. Nous avons la preuve irréfutable. Ouais. Bon, il y a des petits malins qui se sont amusés à faire un photomontage de Savchenko sur Rambo avec un espèce d'énorme lance-roquette là. Ouais,
C'est une image on qui la avait mettra été... celle-là, ouais, non, franchement, c'est Schwarzenegger. C'est Schwarzenegger, voilà. Non mais on se croirait dans un scénario de Rambo à la sauce ukrainienne. Bon, déjà le Game of Thrones à la sauce ukrainienne, c'est pas terrible. Mais là, c'est pathétique. Là, franchement, non, les gars, vous êtes pas crédibles. Non. Ça aurait été bien plus simple de mettre 20 kilos de plastique, tout faire sauter, il n'y aurait pas eu besoin de finir à la mitrailleuse. C'est ce qu'a dit Savchenko, hein. Elle a dit par après que ça tenait pas la route. Elle a dit que c'est pas avec des grenades de combat que tu peux faire péter les loges. Elle a expliqué que la structure était bien trop solide pour faire péter ça avec des grenades, que même en tirant au mortier sur le dôme de la Verkhandalada, le maximum que tu allais réussir à faire, c'est casser les vitres parce que c'est un dôme vitré, et que les vitres allaient tomber à l'intérieur, mais le reste c'est une énorme structure en métal que t'allais pas réussir à le faire péter comme ça. Je rappelle quand même qu'elle était dans l'armée, donc elle sait quand même quels dégâts font des mortiers, quels dégâts font des grenades. Donc moi elle a dit que c'était vraiment n'importe quoi, c'était vraiment des blagues. Suite à ces accusations, Savchenko, qui je le rappelle a quand même reçu à son retour en Ukraine le titre de héros de l'Ukraine quand même, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Quelle déchéance, hein. Voilà. Donc là, maintenant, elle se retrouve fichée dans le purgatoire du site Mirodvorets, aux côtés des journalistes, activistes et officiels et défenseurs de l'RPD et de l'RPL, c'est-à-dire ses ennemis. Hein. Donc elle se retrouve à côté de moi. Hein. Elle est dans le purgatoire en tant qu'ennemie de la nation ukrainienne. Ah bah ça va pas encore. C'est bien moins glorieux d'être dedans, tu vois. Quand je me suis retrouvé dans le purgatoire de Mirodvorets, tu vois, je trouvais ça classe quand même, tu vois. C'est une forme de reconnaissance. Voilà, maintenant que Savchenko elle y est. Et Poroshenko, il encourage, je dirais, d'autres personnes à faire comme Savchenko, hein, ça fait aucun doute, hein, parce que les gens se disent, si elle, alors que c'est le héros de l'Ukraine, hein, l'ancienne égérie, la Jeanne d'Arc ukrainienne, hein, comme ils nous l'auraient vendu à l'époque où elle était emprisonnée dans les prisons russes, c'était bien la peine de la faire sortir des prisons russes, hein, pour la mettre dans une prison ukrainienne, hein. Ah ouais, mais je crois qu'il en est pas assez après. Non. Mais moi, je trouve ça magnifique, l'Ukraine, quand même. Hein, parce que dans ce pays, vous pouvez passer du statut de héros et d'égérie nationale à celui d'ennemi de la nation en moins de temps qu'il n'en faut pour dire putsch. Ouais. Je rappelle le tout sans preuve. On n'a que du blabla. Il n'y a aucune preuve tangible qui a été divulguée, aucun jugement rendu lors d'un procès encore, puisqu'elle n'a été entendue que le 15 mars par le SBU. Savchenko en a d'ailleurs profité pour régler ses comptes, hein, publiquement via les médias, accusant tour à tour Andriy Paroubi, hein, donc président néo-nazi du Parlement ukrainien. Bon, après, elle s'est rétractée, hein, le concernant. Puis elle a attaqué Yuri Lutsenko, donc le procureur général ukrainien, Poroshenko et d'autres, d'être responsable des tirs de sniper sur la place du Maïdan en 2014. Elle a d'ailleurs déclaré que s'ils n'enquêtaient pas sur ce qui s'était passé, c'était parce que ça les mettrait un peu en danger, hein, ça prouverait leur culpabilité. Ouais, c'est pas faux. Il y a eu des contrefeux de Lutsenko et d'autres qui ont accusé Savchenko en disant qu'ils savent depuis longtemps qu'elle recrutait des soldats pour mener un coup d'état militaire, hein, contre les autorités de Kiev. Donc quand je disais que ça ressemble à Game of Thrones, hein, c'est la même, tu vois, ils ont tous des petits secrets sur les uns et les autres, et puis les balancent en public au moment opportun, tu vois, quand ils en ont besoin pour se débarrasser de telle ou telle personne, tu vois, c'est vraiment la même, quoi. Donc devant ces accusations d'organisation de coup d'état militaire, Savchenko assume fièrement en disant que ce sont de bonnes accusations et qu'en tant qu'officier, hein, puisque effectivement elle était officier, elle n'en a pas honte. Elle a même appelé les Ukrainiens à se soulever pour défendre leur liberté s'ils ne veulent pas vivre dans une dictature encore pire que la Russie. Là par contre, elle manque un petit peu d'informations, je pense. Ouais, là pour le coup, c'est elle qui manque un peu de crédibilité. Je suis désolée chérie, hein, la Russie c'est pas une dictature. Elle a déclaré aussi que 98% des Ukrainiens rêveraient de participer à un tel coup d'État, car ils détestent déjà leur gouvernement plus que celui du Kremlin. Oula, là elle fait des concessions, là, hein. Voilà. Attention. Ouais, bah. Ouais. Et elle dit qu'actuellement, en Ukraine, il est impossible de critiquer les autorités du pays, ce en quoi elle a raison. Hein, je veux dire, là, la situation des journalistes en Ukraine, c'est une catastrophe. Et que l'ambiance est la même que celle qui existait en 1937 en URSS sous Staline. Voilà. Pour des gens qui voulaient faire une décommunisation, c'est un petit peu...
C'est un peu le comble, là, quand même. Ah ben, c'est un petit peu raté, là, c'est clair. Hein. Ouais, voilà. Donc, pour elle, un nouveau jeu. Est-ce que ce sera un jeu des trônes? En tout cas, une nouvelle bataille et un nouveau Maïdan auront lieu en Ukraine. Mais bon, certains doutent que les Ukrainiens soient prêts à retenter un Maïdan au risque de plonger le pays dans le chaos le plus total, comme on l'a vu un petit peu précédemment avec cette étude de rating. Et effectivement, quand même une certaine proportion de la population qui est pas très prête à prendre le risque. Enfin, il y en a quand même 59% qui sont pour un changement radical. Donc, c'est peut-être jouable. Concernant Vladimir Rouban, hein, qu'elle soutient, elle avait même d'ailleurs proposé de se porter garante pour lui, pour qu'il soit libéré sous caution. Pour elle, il a été piégé alors qu'il menait une opération pour les forces armées ukrainiennes. Donc pour elle, en fait, s'il se trimballait avec des armes, c'était que c'est des armes qui venaient de Russie pour des opérations spéciales. On a dit, pour certaines opérations, on a besoin d'armes de l'ennemi. Alors... à part pour des opérations sous faux drapeau, pour quelle raison vous avez besoin d'armes de l'ennemi? Expliquez-moi. Très juste, très juste. Hein? Non, mais quand je dis que quand ils balancent comme ça des merdes les uns sur les autres, t'as toujours des petites infos croustillantes à piocher là-dedans. Hein. C'est voilà. Clair, ouais. Et donc pour elle, en fait, c'est une interférence des services secrets qui aurait amené à l'arrestation de Vladimir Rouban. Donc suite à son interrogatoire par le SBU, elle s'était rendue à la Rada, mais elle était sortie très peu de temps après. Alors il y a eu des rumeurs complètement folles qui s'étaient mises à circuler, disant qu'elle avait été sortie par 2 députés parce qu'elle serait entrée dans le Parlement avec 3 grenades et un pistolet. Bon, elle a dit que ça c'était n'importe quoi, mais elle a balancé une petite info quand même en disant que de toute façon les 2 tiers des députés qui vont à la Rada, ils y vont avec une arme puisque personne ne peut les fouiller. Bravo. Bon, déjà qu'ils ont tendance à se battre, à se taper sur la gueule, si en plus les 2 tiers sont armés, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand même à la Rada. Hein. Voilà. Voilà. Pendant ce temps-là, la Rada lui avait retiré déjà sa place au sein du comité de défense et de sécurité nationale et le procureur général avait demandé au Parlement de lui retirer donc son immunité parlementaire afin qu'elle puisse être arrêtée pour attentat terroriste et tentative de coup d'État, donc des demandes qui ont été étudiées et validées avant-hier par la Rada, sans grande surprise, donc ça a été voté à une écrasante majorité, hein, à peu près les 2 tiers du Parlement qui ont voté pour la levée de son immunité parlementaire, pour sa détention et son arrestation. Elle a été alors immédiatement arrêtée. Et dans la foulée, le procureur général a déclaré que de toute façon, ils allaient lui faire passer un petit examen psychiatrique et que ça devrait répondre à toutes les questions. Le Premier ministre Groysman a lui aussi fait une déclaration un peu semblable en disant que toute l'affaire Savchenko n'était qu'une histoire de santé mentale. Donc c'est bien, ils sont en train de faire passer leur héroïne nationale pour une folle. Ben, c'est la meilleure stratégie possible en quelque sorte, puisqu'ils peuvent pas dire que c'est une traîtresse après l'avoir adulée, l'avoir posée sur un piédestal. Ils arrivent très bien à le faire, hein, ça n'a pas l'air de leur poser de gros cas de conscience. En tout cas, c'est de Russie qui est venue une critique assez virulente de ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est le sénateur russe Alexei Pushkov qui a qualifié de démarche stupide le retrait de l'immunité parlementaire de Nadia Savchenko, déclarant que l'Ukraine était en train de transformer son héroïne nationale en martyr national, avec des accusations que personne ne croira en Occident. Pour lui, la situation actuelle avec le cas Savchenko montre que toute la révolution du Maïdan était en fait une prise de pouvoir par un très petit groupe de personnes qui cherchent maintenant à le garder à tout prix. Je pense que l'analyse de M. Pushkov est tout à fait juste. Hein, voilà, donc Poroshenko a pris le pouvoir, il n'a pas l'intention de le lâcher. Maintenant qu'il l'a pris, hein, c'est très, très, très rentable tout ça. Parce que bon, là, quand tu regardes des scénarios comme ça, Pushkov aussi a souligné l'absurdité du scénario. Hein, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces délires? D'ailleurs, eux, ils se démontent pas, hein, côté Kiev. Oui. Tu vois, je veux dire, le scénario est complètement incohérent, mais c'est pas grave. Donc ils ont décidé d'en rajouter une couche dans le délire pour essayer de prouver l'implication de la RPD et de là-dedans comme complice de cette tentative de coup d'État. Le procureur général ukrainien a rajouté que en plus Rouban et Savchenko avaient aussi l'intention de tirer sur le cortège de Poroshenko avec un fusil de gros calibre Topaz produit en RPD
disant que les balles de calibre 12,7 mm de cette arme pouvaient percer le blindage léger du véhicule présidentiel. Donc effectivement, j'ai regardé un petit peu les véhicules blindés pour personnalité officielle, etc. Le maximum que ça peut, enfin ce à quoi maximum ça peut résister, c'est du 7,62. Donc du 12.7, ça rentre dedans. Bon, alors le premier problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de fusil Topaz produit en RPD. La vidéo et les photos du fusil qui ont été présentées par Lutsenko comme preuve, c'est en fait la vidéo et les photos de démonstration du fusil Donchanka, qui est un fusil effectivement de calibre 12.7 fabriqué en RPD, qui avait été présenté, je rappelle, fin 2017 en réponse à l'arrivée des fameux fusils américains Barrett de même calibre côté ukrainien. Déjà, ils se plantent dans le nom, c'est magnifique. Ça en dit long quand même sur la façon dont ils bossent leur dossier, les mecs. D'ailleurs, je rappelle que ces fusils Barrett circulant actuellement en Ukraine, ainsi qu'un bon paquet de mitrailleuses lourdes Outios, qui elles aussi sont en calibre 12.7, je comprends pas pourquoi Rouban et Savchenko auraient été prendre des risques en allant chercher une arme de même calibre en RPD. Il y a assez de trafic d'armes côté ukrainien pour aller se fournir dans ce calibre-là. Oui, mais ça mettait pas en cause les RPD, etc. Voilà, surtout que bon, c'est une arme qui n'est produite qu'en RPD, donc ça serait facile de retracer l'origine non conventionnelle de l'arme. Je veux dire, pourquoi pas demander à Zakharchenko et aux autres dirigeants de la RPD de se dessiner une cible sur le front aussi. Hein, je veux dire, bon, sans parler du risque que si l'arme était capturée en même temps que Rouban et Savchenko, elle puisse être analysée et copiée par Kiev. En plus, si tu relis ça à leur premier scénario, leur scénario à la Rambo là, pour attaquer la Rada à coups de mortier, pourquoi est-ce qu'ils auraient, donc Savchenko et Rouban, pourquoi est-ce qu'ils auraient opté pour la manière entre guillemets douce? Le fusil 12.7 mm, c'est de la méthode douce comparé à l'obus de mortier, avec le risque de rater leur coup, parce que bon, toutes les voitures officielles, c'est des voitures à vitres teintées, donc tu sais jamais exactement où est le gars dans la voiture. Donc t'as quand même une bonne chance de le rater quand même. Oui. Pourquoi pas y aller en mode aussi bourrin que contre le Parlement, je sais pas, lance-roquettes, missiles anti-chars, c'est pas ce qui manque. Là, au moins, pour qui aurait eu aucune chance d'en réchapper. Puis au moins, ça aurait été raccord avec le délire en mode Rambo contre la Rada, quoi. Bah non, mais je sais pas, pourquoi faire ça à moitié, parce qu'ils ont l'air de penser que plus c'est gros, plus ça passe. Je sais pas pourquoi il faudrait s'arrêter là, quoi. Donc, bon, l'ami Savchenko, elle a été interrogée par le SBU en présence d'avocats, des fois qu'il viendrait à l'idée de la torturer ou autre joyeuseté. Et une cour de Kiev a statué hier sur sa prévention de sa détention préventive, donc elle a été placée en détention pour 2 mois, sans possibilité de libération sous caution. Alors bon, comme je l'avais déjà indiqué, nos auditeurs s'en souviendront après l'arrestation de Vladimir Rouban, pour moi, ça sent vraiment le coup fourré. Puisque lors de l'interrogatoire initial, le SBU a tenté bien sûr d'établir des liens entre Savchenko et Viktor Medvedchuk, qui est un négociateur ukrainien à Minsk, qui joue plus ou moins le même rôle que celui que Savchenko et Rouban jouaient, puisque c'est lui qui négocie les échanges de prisonniers entre l'Ukraine, l'RPD et l'RPL, sauf que lui fait ça à plus grande échelle. Et comme ses prédécesseurs, il n'a pas hésité à outrepasser sa hiérarchie, donc l'année dernière en faisant appel au patriarche Cyril pour réussir à organiser le grand échange qui a eu lieu en décembre dernier. C'est aussi un assez grand critique des autorités de Kiev. Bon, mais il n'y a pas de lien évident entre eux. Ils ont encore essayé d'insister sur ces liens entre Medvedchuk et Savchenko et Rouban. On voit pas trop d'où ils les sortent. Par contre, si on commence à remonter les fils réels des liens qu'il y a entre les uns et les autres, on découvre que Vladimir Rouban a des liens étroits non seulement avec Savchenko, mais aussi avec le maire de Dnipropetrovsk, Boris Filatov, et l'un des chefs du parti politique Ukrop d'extrême droite, Gennady Korban. Or, Savchenko est lié à Yulia Tymoshenko. Je rappelle qu'elle avait été élue au sein de son parti, même si elle en a été chassée, elle était aux côtés de Tymoshenko pour soutenir Saakashvili. Et Tymoshenko est quand même la principale opposante à Poroshenko et sa principale menace politique, puisque les derniers sondages, le groupe Rating a aussi fait un petit sondage électoral. En cas de duel entre Tymoshenko et Poroshenko, c'est Tymoshenko qui est gagnante. Voilà. Je rappelle que Savchenko elle-même a appelé à plusieurs reprises à destituer Porky.
est déclaré être prête à se présenter pour la présidentielle en Ukraine. Et si on remonte les liens de Filatov et de Korban, à qui est-ce qu'on arrive? Ce cher Igor Kolomoïski, ennemi de Poroshenko, qui avait soutenu Saakashvili et qui soutient aussi Yulia Tymoshenko. CQFD. Donc on voit bien que Théodula Porky semble s'être lancé dans une chasse de grande envergure pour décapiter l'opposition. Donc il a d'abord attrapé du petit gibier comme Rouban, qu'il est en train d'utiliser pour remonter par liens successifs aux politiciens de moyenne envergure, comme Savchenko, Korban, Filatov, Medvedchuk, qu'il va utiliser pour s'attaquer à ses ennemis les plus dangereux, à savoir Tymoshenko et Kolomoïski. Chaque accusation et dossier monté contre les opposants de rang inférieur étant utilisé comme preuve pour s'attaquer à celui du dessus. Et donc Poroshenko, il est en train de tirer petit à petit le fil pour défaire la pelote et atteindre le centre névralgique, c'est-à-dire Kolomoïski, qui est le financier de l'opposition à Poroshenko. Faut pas se leurrer, sans l'argent de Kolomoïski, une bonne partie de l'opposition n'aurait pas les moyens de défier Poroshenko. Donc quand je dis que ça ressemble à Game of Thrones, c'est exactement ça. Et pendant ce temps, la communauté internationale fait genre ils ont rien vu. Voilà. Ils veulent une Allemagne nazie bis à la frontière avec la Russie, c'est ça qu'ils veulent. Ils vont voir la Somalie nazie, mais bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, à Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavel Klimkin, se prend pour je sais pas quoi, en fait. Non, sérieusement. Là, il appelle carrément, donc il a donné un entretien, une interview au Bild, il a appelé l'Union européenne à imposer des sanctions contre l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Rien de moins. Ah oui, ça va changer grand-chose. Ouais, non, mais c'est ça. Donc c'est pour lui, Gerhard Schröder est le lobbyiste le plus important pour Poutine dans le monde. Dans le monde. C'est même pas en Europe, c'est dans le monde. Voilà. Le lobbyiste le plus important de Poutine dans le monde, ça serait Gerhard Schröder. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots, voilà. Donc pour lui, il faudrait que l'Union européenne étudie comment agir dans cette situation. Bon, c'est pas la première fois qu'il reçoit ce genre de truc. Schröder a dit que de toute façon, ça changerait pas son attitude envers Vladimir Poutine, qui est un ami. Voilà. Donc, il dit ça, rien de politique. Nous sommes amis, point. Je pense que tout ça est surtout lié au fait qu'en septembre dernier, il a été élu au conseil d'administration de Rosneft, qui est quand même un des plus grands acteurs en termes de raffinage de pétrole sur le marché allemand, mais qui est bien sûr lié à la Russie. Donc il a dit d'ailleurs Schröder que si j'étais au conseil d'administration d'une société américaine et non d'une société russe, tout le monde dirait que c'est brillant. Il dit que pour lui, les critiques à son endroit à cause de ça, c'est très hypocrite quand même. Certains experts ont d'ailleurs déclaré que la déclaration de Klimkin, du ministre ukrainien, est populiste et surtout axée pour l'audience interne, pour le public intérieur. L'un d'eux, Vladislav Goulevitch, a dit que Klimkin comprend parfaitement. Ces mots sont la voix de celui qui pleure dans le désert. Personne ne le prend au sérieux. Jusque-là, aller quand même jusqu'à attaquer une sommité comme Gerhard Schröder, faut pas avoir peur du ridicule quand même. Il veut pas demander des sanctions contre Merkel aussi pendant qu'on y est. Il va pas demander des sanctions contre Jean-Yves Le Drian, par contre. Non, monsieur Le Drian. Donc bon, j'en ai pas parlé parce qu'on a eu très peu de temps, que c'est peut-être déjà très long, mais donc monsieur Le Drian qui s'est illustré, notre sinistre ministre des Affaires étrangères. Sinistre des Affaires étrangères français qui s'est illustré un vrai boulet. En reprenant la rhétorique de la Russie, pays agresseur contre l'Ukraine, pour essayer de fourguer ses hélicoptères à Kiev. Comme s'ils savaient pas que la... Ils n'ont pas de pognon. Ils vont pas pouvoir les acheter, tes hélicoptères. Ils n'ont pas de fric. Ils ont déjà pas d'argent pour réparer leurs armements, pour payer leurs soldats correctement, pour payer le gaz qu'ils doivent, pour chauffer leurs universités, leurs écoles, les appartements. Ils ont déjà de l'argent pour rien. Tu veux sérieusement qu'ils t'achètent des hélicoptères? Non mais, allô? Ou alors il le sait parfaitement, et ce qui veut dire que c'est les Français qui vont payer la facture. Voilà. C'est bien, comme les Mistral. Mais ça n'a pas suffi, les conneries où on a essayé, la France a refusé de vendre les Mistral à la Russie contre la promesse de la Pologne d'acheter des hélicoptères, et la Pologne, excusez-moi, je vais être vulgaire, elle nous l'a mis bien profond, et ils sont allés acheter des hélicoptères américains.
Et c'est les contribuables français qui ont payé cette gabegie. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Là, ça devient n'importe quoi. Là, la France est vraiment... Moi, j'ai de plus en plus honte de mon pays natal, je le dis, franchement. Entre les conneries du ministre des Affaires étrangères ou de Macron aussi, qui dans ses félicitations à Vladimir Poutine... pour sa réélection, a tenu des propos qui pour moi sont inqualifiables. Là, Le Drian... Et puis même les trucs en interne, je veux dire, là j'ai vu cette nouvelle à Paris, de cette histoire de maintenant, ça peut être père et mère, ça sera parent 1, parent 2, enfin... Ouais. Là on s'enfonce dans le grand n'importe quoi en France, franchement j'ai honte de mon pays natal, mais vraiment là... il faut qu'un jour tous ces gens-là, ils aient, ces membres du gouvernement, ils aient à répondre de leurs actes. Quoi qu'il en soit, pour le moment, je pense que l'armée ukrainienne attend un redout, on va dire, stable avant de se lancer dans les joyeusetés. Le temps aussi pour eux de réorganiser leur armée puis de faire le ménage là, suite à la nomination de ce commandant suprême des forces armées ukrainiennes. Mais bon voilà, pour l'instant c'est toujours pas terrible, même si on a des jours sans violation du cessez-le-feu. On voit bien que c'est pas corrélé avec le nombre d'armes lourdes. On voit bien aussi que la propagande devient de plus en plus guerrière, non seulement du côté de Kiev, mais aussi du côté des Occidentaux. Et ça sent quand même très mauvais. Donc, bon, je te dis à la semaine prochaine pour le 84e CITREP. Et puis, j'espère que d'ici là, on va se maintenir en tout cas sur la situation actuelle et ça va pas empirer. Voilà. Oui, je l'espère aussi, mais bon, sans grand espoir que les choses demeurent comme elles sont là aujourd'hui. Je suis pas très optimiste non plus. À la semaine prochaine, à samedi prochain, Christelle, merci encore pour ce compte-rendu des événements sur le front du Donbass. À bientôt. À la semaine prochaine, bonne soirée. Bonne soirée aussi, merci, au revoir.